Je vais essayer de pas trop me répéter. Donc, Jonathan Brown, je suis directeur de l'innovation urbaine et de l'amélioration continue à la Ville de Montréal. Je vous dirais, concernant le leadership et puis la coproduction, je peux peut-être vous donner juste un exemple, une petite anecdote très rapide. Hier, j'étais en rencontre avec la directrice du service de la diversité et de l'inclusion sociale à la Ville, et on parlait d'un gros dossier sur l'itinérance. Et à un moment donné, je lui ai posé la question, puis on va en parler aujourd'hui. Dans tout ça, là, puis on veut regrouper plein de parties prenantes et tout ça, puis on veut exécuter parce qu'il y a des défis criants en itinérance à l'approche de l'hiver. Elle faisait référence à livrer. Il faut livrer. Parfait. Maintenant, quelle place on laisse à l'exploration dans la création de cette gouvernance-là, de cette équipe-là, cette nouvelle équipe-là pour affronter cet enjeu-là d'itinérance? Alors, cette question-là m'obsède quotidiennement et on va tenter d'y répondre le mieux possible aujourd'hui. Alors, je vais déjà mettre la table avec quelque chose de très actuel, un sujet criant. Alors, c'est ce genre de questions-là que je me pose quotidiennement et que je pose aussi fréquemment à mes collègues qui sont gestionnaires, professionnels et membres de la direction dans notre organisation. Alors, voilà. Comme on n'arrête pas de penser à la coproduction quand on est dans nos activités quotidiennes. Merci. Jean-Antoine Latténon. Cathy Malas, bienvenue. Merci de l'invitation. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Moi, c'est Cathy Malas, je suis directrice de la qualité, de l'innovation, de l'intelligence artificielle et de la valeur au CIUS, Centre intégré universitaire en santé et services sociaux au centre-ouest de Montréal. Je suis aussi professeure associée à HEC Montréal. Je suis orthophoniste de première formation. Donc, mes premières expériences de coproduction étaient dans le partenariat patient, dans les soins et dans les projets. Ma deuxième formation est en gestion. Puis, je vais donner surtout mon expertise et mon expérience, surtout en management de l'innovation et des connaissances comme vecteur de transformation. Et qui dit innovation dit coproduction. Puis, qui dit coproduction dit leadership de service et communityship. Et je reviendrai un peu plus tard. Merci encore pour l'invitation. Merci, Cathy. Marie-Christine, c'est pas avec le même chapeau qu'on t'a fait aujourd'hui, alors tu peux peut-être mettre ton chapeau de cité. Oui, c'est ça, j'ai beaucoup de chapeaux. Je pense que vous me connaissez. Donc, Marie-Christine Terrien, je suis professeure ici, directrice du CID Living Lab. J'ai beaucoup de chapeaux à choisir, mais je pense que je vais choisir le chapeau de directrice d'un Living Lab, mais aussi, avec ça, le chapeau du Science to Policy. Donc, comment on peut, comme équipe de recherche, soit soutenir l'innovation, la coproduction, ou la faire avec les équipes. Donc, ça dépend de la posture qu'on prend à chaque fois. Puis, j'ai quelques mots à dire sur l'équilibre exploitation-exploration, qui finalement est drôlement un vieux terme, un article de James March, 1992, si ma mémoire est bonne, mais j'en ai bien bonne, mais ouais, qui parle d'exploration-exploitation, puis on l'a ressorti des poussières. Merci. Et on proposerait une table ronde autour de gens qui travaillent en innovation. Puis moi, j'ai mis ma casquette de naïve parce que je disais, non, mais parce que des fois, il faut poser des questions un peu de base, mais je disais, ça serait intéressant quand je vous pose la question, c'est quoi le lien entre coproduction et innovation, puis est-ce qu'il est si clair que ça dans la tête de tous? Donc peut-être, Cathy, si tu as envie de commencer, toi, comment tu vois le lien entre coproduction et innovation? Alors, je vais commencer par définir ce que c'est pour nous en santé l'innovation. Donc, l'innovation, dans le domaine de la santé, le domaine de l'angle de la santé, c'est vraiment toute amélioration, qu'elle soit en continuité ou disruptive, que ce soit au niveau médicament nouveau, soit technologique, soit social, soit organisationnel, soit dans les pratiques. Il faut que ça crée de la valeur, des bénéfices tangibles pour les gens qu'on dessert, soit les patients, les familles, les équipes, notre organisation, que ça soit utilisé de façon durable et généralisée par les gens, grosso modo. Que ce soit Schumpeter, Oslo, peu importe l'auteur, ça tourne autour de ça. On fait de l'innovation de continuité en santé, c'est moins risqué, plus accessible, donc il y a beaucoup d'innovation de continuité dans le domaine de la santé. Il y a de l'innovation de rupture qui émane de la recherche et en recherche dans le domaine de la santé. Et pour moi, l'innovation, il faut que ça bouge pour moi.
et faire de la codétermination du besoin et de la codétermination de la solution. Et voilà le lien avec coproduction. Je ne crois pas que l'innovation peut se faire sans coproduction, soit co-création. On utilise beaucoup des méthodologies de design thinking, donc partenariat patient, on utilise un modèle de Montréal qui est très connu, de l'information jusqu'à la co-détermination avec le patient. Et donc pour moi, c'est ça le lien. On ne peut pas innover sans co-déterminer les besoins et co-déterminer les solutions, parce que dans le domaine de la santé, il est très très rare qu'il y ait un seul utilisateur unique, qu'il n'y ait pas de l'interdépendance entre le patient, le clinicien, l'agent administratif. Et donc, c'est important de co-déterminer les besoins et co-déterminer les solutions pour pouvoir y répondre. Et voilà comment je vois le lien entre coproduction et innovation. Merci. T'as le goût de participer? Oui, merci. Ben, ce qui est intéressant, c'est que les définitions convergent continuellement. On ne va pas les réinventer. Ce que je trouve intéressant, un constat, c'est que je parle de coproduction ou d'innovation, je me fais souvent regarder avec beaucoup de points d'interrogation. Alors, on peut bien donner une définition ici ce matin, sauf que quand on retourne sur le terrain, c'est tout un défi au quotidien, c'est aussi de dire, OK, quel est le niveau de connaissance et de compréhension de mes interlocuteurs et comment faire pour faire résonner ces notions-là auprès de cette personne-là qui, elle aussi, elle vit des enjeux. Je pense par exemple à des collègues qui vivent des enjeux, qui vivent des enjeux auprès des citoyens, par exemple dans les arrondissements. Alors, en ce moment, on est tout en train de faire un effort pour vulgariser la définition de l'innovation, qui est un terme très galvaudé aussi en ce moment, un peu partout. Tout le monde veut innover, mais on ne sait pas trop comment, par où commencer, avec qui, je commence où. Alors, donc, tu vois, il y a des liens évidents entre les deux, comme disait Cathy. L'un ne va pas sans l'autre. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais quand je me tourne vers le terrain, c'est OK, on commence par quoi, on commence où et on commence comment. Donc, un défi de rendre ça tangible et concret. Marc-Christine? Oui, bien, il y en a qui vont me reconnaître. Deux choses. La première, c'est que pour l'innovation, tout le monde est pour. Il n'y a personne qui est contre la tarte aux pommes. Hein. Il n'y a personne qui est contre l'innovation. Tout le monde se dit quand vous présentez, puis les gens disent innover. Oui, il y a des points d'interrogation, mais en même temps, on ne peut pas dire non, on ne veut pas. Mais deux choses. La première, c'est peut-être qu'il y a des fois où on n'a pas besoin d'innover. Ça ira dans la discussion exploration-exploitation, parce qu'il y a des choses qu'on fait bien, puis il y a des choses qui sont solides, puis on peut les laisser comme ça. Ça, c'est la première chose. Mais je pense qu'après ça, quand on dit on veut innover, si on peut reprendre le mot, pour moi, ça représente des phases d'apprentissage, mais surtout de transformation et d'atterrissage. Parce que nous, on le voit trop dans l'accompagnement de plusieurs projets, c'est qu'on arrive rarement à l'atterrissage. On fait beaucoup, on fait des changements, on met en place des projets pilotes, il y a toutes sortes de vocables autour de ça, et on a fini le projet puis on va passer à autre chose. Et je pense que là, pour moi, cet équilibre-là devient de plus en plus important sur la question de la transformation, apprentissage, atterrissage. J'aime ça, cette idée d'atterrissage. Ça parle de la pérennisation aussi de ce qu'on fait. J'ai envie de vous poser la question justement, d'aller peut-être dans le vif du sujet sur exploitation, exploration, parce que
Le seul résultat que je peux vous garantir pour toute initiative, pour toute innovation qu'on fait, c'est qu'il va y avoir des apprentissages. Ça, c'est l'engagement que je prends systématiquement. Okay? Mais ça, c'est un des plus gros défis entre l'exploration et l'exploitation, c'est comment je le finance. Okay? Et après ça, qu'est-ce que je fais? Ça a l'air bien facile à dire comme ça, mais cette obligation de résultat-là, elle est constamment mise de l'avant. Si j'investis $1, combien ça va rapporter? Et une minute, là, je fais de l'innovation, je peux pas aller garantir ça. Ouais, c'est la même chose dans l'innovation. Tantôt, tu parlais quel type d'innovation, continuité ou de rupture, là, parce que c'est deux types. L'amélioration continue de la qualité, on pourrait parler de ça. Est-ce que c'est la même tension dans ton cas? J'entends quand on fait les deux types d'innovation, est-ce que tu sens la même tension, j'entends, dans ta pratique? J'ai la chance d'avoir à la fois une équipe qui fait de l'innovation, plus de rupture, mais j'ai une équipe d'amélioration continue aussi. Et je vous dirais, c'est beaucoup plus facile de mettre de l'avant des initiatives d'optimisation, de révision de processus et tout ça, pour lesquelles je sais que j'ai un objectif beaucoup plus clair au début, puis mon investissement, en guillemets, va pouvoir apporter une réduction de délai, de coûts, de tel processus qui va être optimisé. Okay? Je donne un exemple, un arrondissement qui nous approche, qui dit mon délai de permis en ce moment est à 90 jours, je veux le ramener à 30 jours. Pas de problème. Donc, on va mobiliser l'équipe, on va s'asseoir avec eux, puis on va retravailler les processus. Puis à la fin, on arrive, wow, on a réussi, bravo tout le monde. Alors, ça, c'est beaucoup plus facile à justifier. Mais là, oui, là, c'est intéressant, Cathy, parce qu'on est un peu dans la zone grise. Oui, j'ai exploré un peu, mais je suis plus du côté de l'exploitation, dans lequel j'ai des bénéfices que je peux aller démontrer facilement après ça auprès de l'organisation. Alors, et à titre de parallèle, en ce moment, l'administration est beaucoup plus prête à investir dans le développement de compétences en amélioration continue. Puis là, à mon niveau, je suis en train de pousser pour qu'on investisse aussi dans le développement de compétences, puis la montée en compétences en innovation, pour laisser plus de marge et plus d'espace pour innover. Puis on va en parler tout à l'heure aussi de ça. Vous vivez la même chose dans le milieu de la santé, Cathy, ou c'est différent? Mais oui, il y a toujours de la tension entre exploitation et exploration dans le domaine de la santé, puis peut-être juste asseoir, dans le domaine de la santé, l'exploitation des opérations pour une infirmière, c'est soigner des patients, mais c'est aussi enseigner. C'est pas juste offrir des soins, la même chose pour une agente administrative, le commis d'une unité de soins, c'est le service à la clientèle, c'est de soutenir le médecin et les infirmières pour que les soins soient bien gérés sur une unité. Pour quelqu'un en ressources humaines, c'est le recrutement, c'est la fidélisation, ça c'est les opérations. Puis l'exploration, c'est lorsque le besoin est mal adressé, je suis 100% d'accord, on ne va pas changer un protocole, une procédure si ça fonctionne bien et que ça répond aux besoins. C'est le moment où ça ne répond pas aux besoins que la zone d'exploration doit être activée via l'innovation de continuité, de rupture, le développement ou la recherche. Puis je pense que cette tension-là, entre les opérations, j'utilise le terme opération, qui est plus utilisé dans notre langage qu'exploitation, qui est plus dans la littérature scientifique, mais la tension entre les opérations et se donner un bandwidth intellectuel d'espace-temps et des mécanismes, on reviendra aux mécanismes, pour dire, hey, tel et tel besoin est mal adressé, comment je peux explorer, innover, développer, faire des projets de recherche collaboratifs pour pouvoir répondre à l'exploitation. J'aimerais donner un exemple concret. Que ça se fait de l'exploration et de l'exploitation, même par des gens sur le terrain. En pleine COVID, un mois après la COVID, on anticipait un backlog des délais d'attente augmentés pour les traitements en chimiothérapie et en radio-oncologie. Pourquoi? Parce que les patients covidiens étaient priorisés, puis on annulait les rendez-vous en chimiothérapie. Et donc, il y a une spin-off de Polytechnique qui connaissait nos cliniciens gestionnaires du côté du CHUN, c'était à l'époque où j'étais au CHUN. Ils disaient, est-ce que ça tenterait d'explorer le développement d'un outil d'IA pour optimiser les rendez-vous en oncologie et en radio-oncologie? L'idée est venue de la spin-off et du chercheur de Polytechnique qui était aussi chercheur au CHUN, mais tout de suite on a formé une équipe, un gestionnaire de proximité, la directrice, les agents de programmation, celles qui bookaient les rendez-vous sur le terrain, la spin-off, les chercheurs se sont mis ensemble pour co-rédiger la demande de financement. Elle a raison, il fallait aller chercher de l'argent frais, pas du budget d'opération, parce que c'est très risqué de développer ça. Donc on a appliqué sur une demande
demande de financement, mais les agents de programmation ont contribué à rédiger la demande de financement avec les chercheurs et la spin-off. Donc, on a co-rédigé la demande de financement, on a obtenu un premier 500 000. On a co-développé le prototype. On a co-expérimenté au niveau de la chimiothérapie dans un premier temps et la radio-oncologie dans un deuxième temps. Et on l'a co-testé, co-déployé, puis ça a été pérennisé au CHUM, puis après ça a été scalé à 4 autres organisations. Ça là, si on s'était dit, si le gestionnaire de proximité et le médecin dit j'ai pas le temps, j'opère, parce que c'est la période de COVID, puis qu'ils ne se sont pas donné des moments de réflexion et d'exploration, ben on n'aurait pas eu les résultats escomptés. Puis là, je vous donne les résultats préliminaires. 10% d'augmentation de l'accès, 50 à 80% de temps sauvé des agents de programmation qui bookaient les rendez-vous. L'outil a optimisé les rendez-vous de 8h à 22h le soir, là, du lundi au dimanche. Donc, 50 à 80% de temps sauvé, puis 95% de satisfaction des emplois. Tu sais, la valeur confirmée, elle était là, puis c'est pour ça qu'on a réussi à la pérenniser. On aurait pu échouer, puis on a obtenu de l'argent de recherche et de développement, mais dans ce cas-là, ça a fonctionné. Puis la raison pour laquelle ça a marché, deux raisons principales. On l'a fait en mode co. Tu sais, l'entreprise, la spin-off, elle a mis s'asseoir à côté de l'agent administratif, l'agent de programmation, pour s'assurer que les fonctionnalités répondent aux besoins. Et on l'a légitimé comme organisation. Mon équipe d'innovation, le PDG, la directrice de l'oncologie et la gestion de proximité ont dégagé du temps des opérations pour que les agents de programmation contribuent, et ça a fait le succès du déploiement de cette innovation de rupture, mais qui s'est faite avec le terrain. Parce que la posture que je suis là-dessus, ça aurait pu dire, ben, on est en pleine COVID, on ne va pas laisser les agents de programmation contribuer à l'exploration de cette solution-là, mais ça aurait été se tirer une balle dans le pied de faire ça, parce qu'on aurait développé une solution qui n'a pas de fit avec les besoins locaux, tant des agents de programmation que de l'organisation. Tu montres encore une fois que c'est possible de le faire même en temps de crise. On va en parler demain. Marie-Christine, toi aussi, là, tu parlais tantôt qu'on a sorti un vieux texte de Goulamite, mais justement, c'est quoi qu'on voit comme effet de cette tension-là entre les deux? Ben, ce qu'on remarque, en fait, c'est un peu un classique, c'est-à-dire que les organisations qui réussissent à garder en équilibre ces espaces-là sont celles qui s'en sortent le mieux, mais bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas donné de détails. Je pense que ce que nous, on observe quand on fait des projets qui sont souvent liés à l'exploration, en fait, c'est qu'effectivement, il y a une grande prise de risque de la part des gestionnaires, enfin, des organisations qui nous appellent. Et cette prise de risque-là, finalement, elle met aussi le processus d'exploration sous tension pour qu'il y ait une forme de réussite. Et on s'avoue mal, finalement, si au bout de l'échec, on se dit, ben non, on n'a pas réussi ce qu'on avait entrepris, mais on a beaucoup appris, et donc, tant mieux, puis on peut penser à une autre exploration. C'est vraiment une culture organisationnelle, institutionnelle à mettre en place. Donc, Jonathan, je pense que c'est ce que tu dis quand tu dis, ben, je pousse beaucoup pour convaincre les gens que ces deux choses-là doivent cohabiter. Ben, lâche pas, tu sais. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on peut essayer de mieux comprendre comment effectivement orchestrer les deux. Et se dire que dans l'exploitation, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on fait comme service régulier, est-ce que dans ces espaces-là, on peut avoir des formes de transformation? L'exemple que tu donnais, je trouvais intéressant parce que sur le coup, quand on en a parlé, par exemple, pour les permis qui passent de 90 à 30 jours, je me disais, ouais, c'est pas de l'exploration, c'est de l'amélioration continue. Puis tu le dis après. Mais si on t'avait approché avec, ben on a le service des permis, on veut diminuer très bien, mais en même temps, on voudrait voir comment on peut faire en sorte d'être autrement dans notre posture pour les permis, mettons. Là, je pense que, là, vous pensez à un autre mode d'accès, mais comment les faire cohabiter? Donc,
transfert-là de l'exploration vers l'exploitation doit être fait dans un geste de gestion délibérée. Et c'est ça où on a de la difficulté à faire des arrémages. Peut-être qu'on pourrait repenser le texte de March en parlant d'un pont entre exploration et exploitation. Intéressant, j'ai l'impression que dans ce que tu dis, Christine, il y a aussi tu parles d'un geste de gestion délibérée, il y a aussi des mécanismes qui sont liés à l'exploration, mais ensuite à ce transfert-là éventuel. Je vous ramène justement à ces mécanismes et pratiques concrètes. Je commence avec toi, Cathy, mais est-ce que il y a des mécanismes qui nous aident à créer de l'équilibre, mais aussi à créer ces espaces-là, parce que ça ne doit pas non plus être si facile. Je vais donner des exemples de mécanismes par exploration, la jonction entre les deux, puis l'exploitation, puis je vais dans le domaine de la santé. Donc, un mécanisme pour faire vivre l'exploration puis la jonction entre les deux, c'est la simulation. Donc, la simulation, je vous donne un exemple de la COVID, parce qu'on était en temps de crise, mais même hors COVID, on a une nouvelle technique de soins. Comment porter et enlever les équipements de protection individuelle. Ça semble simple aujourd'hui, mais c'était ultra compliqué pendant le COVID. Ou une nouvelle procédure X pour une pathologie Y, d'avoir de la simulation hors situ, donc hors milieu réel, où on pratique. Ça, c'est vraiment la partie expérimentation, donc la jonction entre les deux, qui permet aux praticiens, qui permet aux cliniciens de mettre en pratique. Le debriefing est un moment de réflexion qui est plus proche de l'exploration en disant OK, qu'est-ce que j'ai appris, comment je peux modifier ma pratique, retomber en simulation avant d'aller dans l'exploitation. Donc avant d'aller en milieu réel, comment je vais utiliser des techniques de simulation, de debriefing pour consolider les apprentissages, pour que la compétence ensuite soit translatée dans les opérations, dans l'exploitation. Ça, c'est un mécanisme qui est beaucoup utilisé en santé, de simulation, debriefing, réflexion, expérimentation, pour changer les routines. Ça, c'est un beau papier de Langley et Butcher, de mes collègues d'HEC qui ont publié l'importance de la dynamique entre la réflexion, l'expérimentation pour changer les routines et donc les opérations ou les pratiques. Sinon, dans l'exploration, on a tous les événements comme les hackathons, qui permettent vraiment, les hackathons, c'est des événements sur 2 jours et demi, des fois c'est plus sur 1 mois, qui prend des besoins et des problématiques concrètes, puis en mode ouvert, ça peut être un hackathon à l'intérieur de l'organisation ou avec des partenaires, des mises en enseignement, de l'industrie, des patients partenaires. On prend un problème, puis on prototype en 2 jours et demi une solution, qui est vraiment pas fonctionnelle, qui doit être bétonnée, puis après expérimentée, testée, puis déployée en milieu réel. Donc, les hackathons, les événements de co-création en mode ouvert, au-delà de l'organisation, ou juste à l'intérieur de l'organisation, sont des mécanismes concrets pour favoriser l'exploration. Donc, on a un besoin mal adressé ou partiellement adressé. Qu'est-ce qu'on pense comme solution technologique, sociale, organisationnelle pour pouvoir y répondre? Donc, hackathon, activité de co-création, dans l'exploration. Puis l'exploitation, moi je crois, quand tu parles d'un pont de l'exploration à l'exploitation, mais moi aussi je vois le pont contraire, parce que l'amélioration continue, fin de l'amélioration continue, qui est améliorer les opérations, puis je finis là-dessus, il faut que tu aies des moments de réflexion. Tu ne peux pas juste dire, ma pratique X, faut que je l'améliore. Plan do check-out, il faut que tu prennes un peu d'autres plans, dans un premier temps. Donc, même quand tu es en amélioration continue, qui est aussi après, et surtout en innovation de continuité, il faut que tu es dans des opérations. Moi, quand je gérais mon service d'orthophonie et de biologie, j'avais des activités de co-développement. J'avais des journal clubs, j'avais des cas cliniques. Patient X, on a fait A, B, C, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois? Donc, les morbidity, mortality rounds, les journal clubs, les réunions académiques, les sessions de co-développement, ce sont des mécanismes dans les opérations qui permettent aux praticiens de prendre un pas de recul, de réfléchir, d'apprendre sur la pratique pour améliorer les opérations. Donc voilà quelques mécanismes qu'on utilise dans le domaine de la santé pour faire vivre cette valse. Moi, je parle de valse entre les opérations et l'exploitation. Donc, tu n'aurais jamais bougé si tu étais en valse. Souvent, tu marches sur les pieds de ton partenaire. Jonathan, tu as envie de réagir? Je trouve super intéressant. Puis, je le disais hier, j'ai travaillé aussi 5 ans dans le réseau de la santé. Alors, je connais un peu la mécanique. Puis ce qui est intéressant, c'est que le réseau de la santé et la Ville de Montréal ont quand même des contextes très, très différents, malgré qu'on a eu
j'embarque dans une organisation où il y a vraiment quand même des attentes très élevées en matière de livraison. Déjà, dans un premier temps, de bien circonscrire c'est quoi les objectifs liés à la livraison. Okay? Donc, on a des objectifs très clairs, on sait exactement qu'est-ce qu'on doit livrer pour quand et tout ça, avec un tableau de bord, des indicateurs et tout ça. Ça, on règle comme le volet performance. Okay? Alors, là, c'est comme si on dit, OK, parfait, là, on vient déjà circonscrire un peu cet espace-là d'exploitation. Okay? C'est difficile de dire, je vais allouer X nombre de pourcentage ou X nombre de temps précis et spécifique par rapport à l'exploration qu'on va dégager du temps. Je peux citer, je ne sais pas si y en a qui connaissent 3M, qui est une grosse entreprise, qui, eux, à l'époque, ont dit, nous, on va dégager 20% du temps de nos employés pour faire l'exploration. Donc, une journée par semaine, ils vont pouvoir tester plein d'affaires, faire plein de bébelles, et même, encore une fois, dans l'objectif de venir apporter de l'eau au moulin, puis des brevets, etc. Évidemment, dans la fonction publique, je pense qu'on n'a pas cette marge de manœuvre-là. Vous me direz s'il y en a d'entre vous qui l'avez, mais on s'en jasera tout à l'heure à la pause. Et ça m'amène à une question beaucoup plus fondamentale, c'est-à-dire, pas juste l'espace, mais quel temps on doit consacrer à l'exploration. Et quel temps et à quel moment. Et je pense qu'il n'y a pas de réponse découpée au couteau non plus à cette question. Selon moi, l'important, c'est de dire, puis je regarde encore une fois dans le contexte de la ville, le volet exploitation, lui, il est calé. Maintenant, une fois que c'est dit, j'ai deux choix. Soit je me lance dans une démarche très formelle, dans laquelle je dis, je vais dégager X nombre de temps et de ressources, etc. Okay? Puis c'est acheté par la strate de gestion, la direction, tout ça. Okay? Ou, et j'aime beaucoup le volet plus informel aussi. Le volet informel, on travaille en dessous du radar, et on ne fait pas trop de bruit, on ne pose pas trop de questions. C'est peut-être mon côté rebelle qui parle un peu. Et on prend nous-mêmes cet espace-là, cet espace-temps-là, pour explorer, pour aller rencontrer des collègues, aller rencontrer des citoyens, et pour aller chercher des intrants fondamentaux qui vont améliorer nos opérations, notre exploitation. Alors, puis on pourra peut-être en discuter tantôt, je serais curieux de vous entendre aussi sur le volet formel versus informel. Okay? Et en terminant, pour le volet plus formel, pour répondre à cette valse-là entre l'exploration et l'exploitation, à l'époque, dans le réseau de la santé, on avait déployé des salles de pilotage qui nous permettent d'aller capturer des idées d'amélioration, qui nous permettent d'aller tester, explorer, pour après ça voir comment on peut faire peut-être une mise à l'échelle ou un partage d'apprentissage et tout ça. On n'est pas encore rendu là à la ville. J'ose espérer qu'on va y arriver prochainement là, dans un horizon de 0-3 ans. Mais je trouve que c'est très inspirant pour la part du réseau de la santé et d'autres organisations. Bien, dans la littérature, il s'est montré que de faire ça à dose homéopathique, dans certains cas, dans ce que tu expliques, est en fait très efficace. Que de rentrer avec une politique qui dit 20% puis qui met de côté, souvent ne fonctionne pas dans des contextes comme celui de la ville. Le deuxième point, c'est que là, je vais prêcher pour la paroisse, mais je pense qu'on pourrait penser que des organisations qui travaillent avec vous, comme la ville, pourraient aller beaucoup plus vers des laboratoires de recherche-action, recherche-intervention. Donc, on a des collègues, on les aime beaucoup, ils font de la recherche, ils font des rapports, où ils inventent des choses, mais c'est à part. Nous, notre objectif, c'est de venir s'installer avec vous. Puis on devient la belle excuse. On devient la belle excuse parce que quand vous dites c'est un projet de recherche-action, ben là, la partie politique, on vient à dire oui, on travaille avec les universités, mais finalement, on est là, on peut aider à documenter, on peut aider à relier, on peut aider à traduire, finalement, on devient l'excuse pour le mettre en place. Excusez pour l'appareil. Je peux permettre de répondre 30 secondes. J'ai un exemple très concret. Peut-être que vous avez entendu parler des parcs éponges. Okay? Récemment, j'étais dans une rencontre avec une représentante je pense que c'était du service de l'eau, du service de l'urbanisme, qui disait les premiers parcs éponges qu'on a fait, ça s'est fait complètement en dessous du radar. Et si on avait demandé la permission
pousser, ramener l'innovation, puis aller chercher une posture beaucoup plus forte en innovation, puis nous donner ce droit à l'expérimentation-là, pour lequel je suis tout à fait d'accord. Puis des fois, il y a des moments où, pas trop non plus, on veut continuer à travailler en dessous du radar. Alors c'est intéressant d'avoir ces deux sons de cloche-là, pour lesquels je me questionne à savoir, c'est quoi la recette magique ou le juste équilibre entre les deux, pour lequel il y a un volet très formel, puis on laisse aussi un certain espace à plus l'informel, même si ça fait peut-être pas plaisir à tout le monde ou à toutes les strates de gestion qui des fois, ils ont des comptes à rendre et tout ça, des budgets. Je pense que c'est la personne qui a fait ça, par exemple, pour les parcs éponges, en fait, elle s'est créée un espace stratégique. Elle s'est créée en se disant, j'évalue mon risque, en me disant, au début, je regarde en dessous du radar, puis si ça marche, je vais le pousser, si ça marche pas, on n'entend plus, puis on va passer à d'autres choses, parce que le risque était trop grand d'en parler. Moi, je pense que c'est une bonne stratégie de gestionnaire. Cathy, est-ce que justement cette prise de risque-là, on l'apprend, parce que là je pense à vous deux, vous avez innovation dans votre titre, ça fait un peu partie de en fait, ça fait partie de votre rôle puis de votre responsabilité aussi envers vos organisations. Je me demandais justement comment on peut être à la fois producteurs d'espaces qui sont peut-être moins formels, mais tout à fait formels en même temps. Deux aspects. Premièrement, pour pouvoir, moi c'est de la délinquance respectueuse que tu décris, qui pour moi est un préalable à l'innovation. Moi je pense que comme leader d'organisation, leader d'innovation, il y a certains préalables qui permettent de prendre des risques. C'est le droit à l'erreur, le droit d'apprendre, l'empowerment des gens sur le terrain. C'est le jour, moi je dis personne ne devrait dire je reste sur le radar s'il est en sécurité psychologique, si le droit à l'erreur est présent au sein de l'organisation, si c'est valorisé, si l'échec est valorisé, l'apprentissage est valorisé, tu t'attends à ce qu'il y ait plein de monde sur le radar. Mais tu as des organisations qui n'ont pas cette culture-là de droit à l'erreur, de droit d'apprentissage, de délinquance respectueuse. Et donc, oui, tu vas avoir des moments des gens qui vont être sous le radar parce que les normes habituelles et la prise de risque est moins valorisée. Mais plus tu as une organisation qui a la culture de la prise de risque, ça c'est des compétences qu'on développe dans nos écoles, c'est une compétence la prise de risque, puis une façon de gérer le risque aussi. Je pense que c'est un préalable incontournable à l'amélioration continue, l'innovation de continuité, surtout l'innovation de rupture. Puis ça se cultive dans une organisation. Puis oui, l'informel est important pour répondre à ta question. À un moment donné, puis avant de quitter Ouchu, on avait une politique de 15% de temps protégé. 15% du temps protégé de tout le monde dans l'organisation. La personne dans la cuisine, en logistique jusqu'à l'infirmière, devait passer 15% de son temps en non-exploitation, en enseignement, en recherche, en innovation. Là, on était rendu au mécanisme pour mesurer que si on dédie 15%, est-ce qu'on améliore l'excellence clinique? Parce que c'est ça le but, de libérer les gens 15% de leur temps pour faire de l'exploration, des activités autres que l'exploitation. Est-ce que ça améliore les soins directs aux patients? Parce que dans un milieu comme le nôtre, on n'est pas un milieu universitaire, on ne fait pas de l'exploration pour faire de l'exploration. C'est pour améliorer les opérations. Et donc, moi, je vois les deux. Je vois le bottom qui a les préalables et les incitatifs pour pouvoir innover, prendre des risques, entre autres, qui est une compétence clé. Mais aussi, il faut que ça vienne du top, que ça légitime, que le message pense que vous êtes les gens les plus proches des besoins, proposez des solutions, essayez, trompez-vous. Tu sais, moi, un jour, mon rêve que je fais là-dessus, c'est d'avoir un indicateur d'échec. Tu sais, pas juste des indicateurs de succès, mais 30% surtout dans l'innovation de rupture, ton pourcentage d'échec va être plus élevé que ton pourcentage de réussite, et ça vient avec des apprentissages. Donc, les deux, je pense, sont importants. Tu sais, pour amener la prise de risque, il faut que tu aies des préalables et des incitatifs, que tu légitimes ton terrain, mais il faut que ça soit appuyé par le top aussi de l'organisation. Je vous en ai les trois à parler de ce mot-là parce qu'il est utilisé énormément, mais je ne suis pas certaine qu'on sait exactement de quoi il s'agit. Quand on parle d'apprentissage, on parle de quoi? Parce qu'une organisation ou des personnes qui apprennent, c'est pas toujours nécessairement clair qu'est-ce que ça fait. Est-ce que des apprentissages, ça va mener nécessairement à du changement? Est-ce que c'est nécessairement mesurable? Est-ce qu'on est capable justement, mais en même temps, est-ce que cet apprentissage-là, il y a des formes que
on travaille sur l'apprentissage dans nos classes, mais pas seulement là-dessus. C'est en soi une question qu'on se pose. L'organisation, comment on soutient son apprentissage? Comment on soutient l'apprentissage entre organisations aussi? Je me demandais si vous étiez capable de me donner du jus sur l'apprentissage, parce que c'est un concept qui, lui aussi, peut être bien flou. Peut-être Jean-Marc, puis ensuite. C'est une bonne question. Les arrondissements de Montréal font des fois, ils ont des initiatives extraordinaires qui méritent, qui gagnent à être connues, qui gagnent à être partagées. On se rappelle, Montréal a 19 arrondissements. Alors, chaque initiative qui a été déployée à une place a du potentiel x19, x18 potentiellement. Pas dans tous les cas, parce qu'il y a des initiatives plus locales. Il existe beaucoup de mécanismes informels au niveau des apprentissages. Puis, à ma connaissance, ça fait seulement 2 ans et demi que je suis à la Ville de Montréal, donc je ne connais pas encore tous les, les mécanismes plus formels. Il y a des tables de directeurs d'arrondissement, il y a des espèces des forums d'échange au niveau des directeurs de travaux publics, directeurs d'aménagement urbain, etc. Donc, c'est des espaces d'échange, des espaces, et je les connais moins au niveau des professionnels, mais peut-être que s'il y a des gens des arrondissements, vous pouvez bonifier tout à l'heure. Je te dirais, puis ça c'est une chose, puis plus au niveau de mon service sur lequel on travaille et en amélioration continue, puis on commence en innovation, c'est de créer des communautés. Donc ces communautés-là vont nous permettre de créer une masse critique dans laquelle on va pouvoir partager et transférer des apprentissages, puis les diffuser à travers les différentes unités. Sauf qu'on n'est pas encore à un niveau de maturité très élevé. Mais à date, je te dirais, c'est ça qu'on a en place pour, notamment au niveau des initiatives en amélioration continue, et puis à terme sur les initiatives en innovation aussi, voir comment on les fait rayonner, percoler, on transfère les apprentissages, non seulement auprès de ces communautés-là, puis après ça, comment on fait pour les diffuser auprès du restant de l'organisation. Mais, donc, à certains égards, on a l'ADS+, donc l'analyse différenciée intersectorielle. Merci, excusez, j'oublie toujours l'acronyme, mais donc ça aussi, il y a toute une communauté de pratiques en place qui permet de favoriser les échanges et puis les apprentissages. Donc, le contact. Là-dessus, en santé, on a aussi. Ce qu'on fait très bien, puis là je vais le prendre par projet, ce qu'on fait très bien, l'exemple que je donnais plus tôt, c'est on détermine des indicateurs, on dit on a appris, on a réussi, on n'a pas réussi. Ça, on est bon. Exemple, augmenter l'accès, améliorer l'expérience des employés par du temps sauvé ou temps diminué. Ce qu'on fait moins, c'est au-delà des indicateurs tangibles passés. En exemple, est-ce que l'agence de planification, c'est son premier projet d'innovation, est-ce qu'on va faire un deuxième parce qu'elle en a fait un premier? Okay? Sans commencer à dessiner ça, mais c'est pas fréquent. On évalue surtout l'impact direct de la solution face aux besoins qu'on a adressés, moins est-ce que cette personne-là a généré des collaborations avec les milieux universitaires, est-ce que cette personne-là a développé sa capacité d'innovation, donc dans son prochain round d'innovation, on va être un peu plus autonome. Ça, on le capte moins, on le mesure moins. Cela dit, les mécanismes de communauté de pratique, c'est très présent dans le domaine de la santé. Là, on a plein, c'est vraiment un mécanisme qui favorise l'apprentissage, le partage de connaissances informelles. Certaines communautés mesurent l'impact de ce mécanisme-là comme vecteur vraiment d'apprentissage et d'autres le font moins. Je te dirais qu'en bref, on est bon par projet pour déterminer qu'est-ce qui est un succès, puis si ça n'a pas été un succès, tu sais, les leçons, je déteste le terme post-mortem, mais les leçons apprises à mi-chemin, à un quart de chemin, on le fait de plus en plus. On n'est pas très bon à capter les apprentissages dans un registre d'apprentissage. Ça, il faut qu'on s'améliore là-dessus dans le domaine de la santé pour qu'après, on ne répète pas les mêmes échecs. Donc, je pense que ça, il y a place à l'amélioration. Moi, je dirais qu'il y a 2 points. Je pense que la question du véhicule, ce que tu as appelé, Cathy, le mécanisme. Donc, le véhicule à travers lequel passe l'apprentissage. Ça peut être un apprentissage individuel, bon, je ne ferai plus ça, ou je le ferai plus. Mais ça pourrait être aussi dans notre section, notre division, appelez-le comme vous voulez. Ça peut être par des communautés de pratique, ça
ce qu'on va appeler l'apprentissage behavioral. Moi, j'appelle ça l'apprentissage du rôle-poids. On met la main dessus, c'est chaud, on ne met plus la main dessus. Donc, là, c'est un peu la même chose. On a ça en organisation. Tu sais, ben, j'ai envoyé le mauvais formulaire, je le fais plus. Très bien. Maintenant, la majorité des apprentissages dans les organisations, dans la littérature que l'on voit, c'est des apprentissages de changement de paradigme. Donc, on n'avait pas d'unité de coordination, puis là, ça fait 5 fois qu'on se fait prendre. Donc, on en met une en place, et donc on passe de l'état comme ça à un état autre par un changement de paradigme. Ça représente généralement à peu près 80% des apprentissages. Ce qui est plus profond, c'est les types d'apprentissage qu'on va appeler des apprentissages systémiques. Qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai pu faire une transformation tellement profonde qu'elle permet finalement de prendre une autre voie et de voilà, se retrouver dans des meilleures conditions. Là, on est plutôt dans l'ordre du 15% parce que l'apprentissage systémique, on le voit, dérange énormément, et on préfère vous dire, vous savez, l'exploration c'est très important, puis quand vous aurez démontré, mais on ne vous donne pas les moyens pour vous rendre, que là on pourrait faire une transformation dans le système, et donc on est toujours pris un peu avec le pied entre la pédale d'essence et le frein. Ben, merci beaucoup. Moi, j'en retire que coproduction et innovation, ça va de pair, entre autres parce qu'il faut partir des besoins des personnes concernées, puis que sans coproduction, on réussit rarement à faire de l'innovation. C'est un sport d'équipe, comme le hockey. C'est pour ça que tu aimes ça. J'en retiens aussi que la tension, appelons-la opération, exploration, elle est importante, mais en même temps, il ne faut pas la laisser devenir un frein ou un. Puis de trouver des espaces, ça ne veut pas seulement dire des espaces formels, mais ça peut être informel aussi. Éventuellement, il y a peut-être des postures à adopter. J'aime bien l'idée d'être peut-être un gentil rebelle, ou en tout cas d'être respectueux de la vision des organisations dans lesquelles on est, tout en étant capable de bouger des cartes, d'être un peu un entrepreneur dans nos milieux. Puis finalement, que vraiment, il y a cette idée d'apprentissage, mais c'est un apprentissage qui est littéralement collectif. Là. Elle ne peut pas rester à l'échelle des individus. Il faut vraiment être capable de trouver des véhicules pour la faire vivre à l'intérieur de l'organisation. Petit point que je veux relever quand je me suis mis une note, il y a des enjeux financiers, de gestion de ressources humaines, de partenariat avec des organismes et des chercheurs à l'extérieur qu'il faut absolument qu'on puisse, je dirais, mettre de l'avant, mettre en lumière, parce que souvent, on a l'impression que la tarte aux pommes, ça coûte pas cher. Mais ça prend une bonne cuisine et des bons ingrédients. Alors voilà.